donne l'intégralité. En même temps, j'essaie de présenter en 2 mots la suite des événements. Donc en fait, pour cette seconde présentation, on va s'intéresser également à la représentation en fait par les jeux vidéo, à l'époque où des générations entières donc se forgent une culture et des influences avec ces médiums. Donc cette question nous paraissait aussi assez intéressante à explorer. Et on a pu constater que ces 15 dernières années, bien que les jeux aient beaucoup changé et qu'en réalité les récits racialisés et genrés demeurent très présents dans les espaces virtuels. Et c'est une chose qu'a démontré assez tôt Lisa Nakamura, donc avec son ouvrage Race in Cyberspace en 2000. Les jeux vidéo, on a pu aussi l'évoquer, continuent de représenter majoritairement les corps noirs comme des gangsters ou des athlètes. Les représentations des personnes noires sous les traites de zombies ou de criminels continuent de perpétuer les stéréotypes. Alors je vous conseille la lecture de cet ouvrage Gaming Representation, Race, Gender and Sexuality in Video Game. Très beau livre. Et il y a notamment un article passionnant de l'une des co-éditrices de l'ouvrage, Triandra Russworm, qui a écrit un article qui s'appelle Dystopian Blackness and the Limits of Racial Empathy in The Walking Dead and The Last of Us, qui sont donc 2 jeux vidéo blockbusters. Elle explore le genre populaire des jeux dystopiques et conclut que même si le médium se met à inclure davantage en fait de personnages noirs, il échoue encore dans la manière de le faire de manière imaginative et progressiste, et que la plupart du temps, les jeux vidéo renforcent des motifs établis en amalgamant l'identité noire avec le pathos du sacrifice et de la souffrance. Donc le fait de retrouver de manière récurrente des personnages noirs dans des scénarios de fin du monde n'est pas sans lien donc avec cette histoire de l'esclavage et de la colonisation. Donc pour poursuivre cette réflexion autour du jeu vidéo, nous avons donc sollicité Mehdi Derfoufi, qui est chercheur, critique de cinéma, enseignant en études cinématographiques et game studies, et qui travaille actuellement sur un ouvrage consacré au gaming postcolonial. Donc dans sa présentation, qui inclut la question du genre, mais aussi une réflexion plus générale sur le gameplay, il articule l'analyse des représentations dominantes d'un point de vue postcolonial et l'analyse des productions situées à partir d'une liste de jeux non occidentaux. Je veux juste dire un tout dernier mot, c'est qu'il y a 4 jeux dont certains vont être évoqués par Mehdi, qui sont également jouables pendant une semaine à l'espace jeux vidéo de la Gaîté. Voilà, donc vous êtes bienvenus pour les tester. À toi, Mehdi. Merci Marie pour cette présentation. Alors j'ai un petit problème technique, c'est que j'ai beau brancher... D'accord, ça y est? Non, ça va. Si, ça revient. Voilà. Non. Alors, parce qu'il y a un problème de faux contact, j'ai l'impression. Il faut toujours qu'il y ait un petit souci technique. Derrière. Ah oui, parce ça s'était affiché. Est-ce plugué, replugué? Ouais, ok. Bon, j'espère que ça va continuer à fonctionner. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui va forcément être frustrant parce qu'on est obligé de faire des choix, on a un temps limité. Et ce que je vais vous présenter, c'est une partie d'une recherche en cours en plus. Donc, ce n'est pas une recherche qui est aboutie, puisqu'avec mon collègue et néanmoins ami Pierre Cras, on est en train de travailler sur un livre qui va s'appeler devine qui vient jouer ce soir. Et donc qui devrait paraître en octobre ou en novembre. Ça dépend de si on arrive à le livrer à temps. Voilà. Donc c'est une recherche en cours. Et forcément, pour aujourd'hui, j'ai fait quelques choix en articulant la présentation en deux grandes parties, on va dire, une
une première partie qui présente quelques éléments de réflexion sur les productions non occidentales. Et puis une deuxième partie qui présente des questions théoriques et méthodologiques par rapport à l'analyse des productions mainstream qui sont diffusées dans le monde entier et dans lesquelles on peut trouver beaucoup de matière de travail quand on a une approche postcoloniale. Alors, sur les enjeux généraux du gaming postcolonial. Tout d'abord, on pourrait dire que quand on parle de gaming postcolonial, et c'est important d'expliquer de quoi on essaye de parler en utilisant cette expression un peu francisée, il s'agit de questionner, d'une part, les pratiques et les représentations vidéoludiques qui sont situées en dehors de l'ère culturelle occidentale, géographiquement définie de la façon suivante: Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, en gros. Deuxième aspect de cette question de la définition du gaming postcolonial, il s'agit aussi d'analyser les représentations et les pratiques subalternes au sein des productions occidentales. Et donc, pour ce faire, il faut effectuer un travail d'identification et de déconstruction des représentations dominantes, du point de vue des constructions de genre, de classe et de race, mais aussi analyser les spécificités de jeu, gameplay, paysage, etc. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Par ailleurs, il convient aussi de distinguer des travaux plus anciens qui avaient pour objet de mettre en valeur, et qui continuent, qui se poursuivent, qui avaient pour objet de mettre en valeur la diversité, le manque de diversité dans les représentations vidéoludiques et l'industrie vidéoludique, et puis des travaux plus récents qui, eux, s'intéressent davantage aux communautés de pratique et qui insistent sur la diversité des expériences vidéoludiques. Ce sont deux choses un petit peu différentes, et ce deuxième aspect est une partie de la recherche qui est apparue, qui s'est développée plus récemment. Je pense notamment à une autrice comme Adrienne Shaw, qui a écrit Gaming at the Age, qui est un livre qui adopte cette perspective-là. Donc, le travail qu'on se propose de faire dans cet ouvrage, et il faut le dire, on est quand même assez peu nombreux, alors en général et en France en particulier, à approcher la question des jeux vidéo de cette façon-là. C'est un travail qui, évidemment, s'appuie sur les études postcoloniales et décoloniales et qui consiste à identifier, cartographier les productions, etc., ce qui est un travail assez, assez compliqué à faire parce que, évidemment, vous l'imaginez bien, il y a une difficulté d'accès aux productions, et puis quand on n'a pas une équipe de chercheurs rémunérés, parce que bien sûr tout ce travail est gratuit, nous sommes des enseignants-chercheurs précaires, c'est-à-dire sans poste, donc nous devons jongler avec nos propres et maigres moyens pour acheter les jeux vidéo et puis les livres dont on a besoin pour travailler, et ça ralentit la recherche. Et puis on n'a pas d'équipe qui travaille vraiment sur ce sujet-là. Donc par exemple, le travail de cartographie qu'on a essayé de faire s'appuie sur une première recherche qui a été menée et publiée en 2015 par Mark Wolf dans un ouvrage qui s'appelle Video Games Around the World, et qui, pays par pays, propose une sorte de panorama de l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est très intéressant comme démarche parce que c'est la première fois qu'il y a une sorte de démarche d'histoire globale par rapport aux jeux vidéo, qui permet un petit peu de décentrer les perspectives, mais ça reste très partiel, d'autant qu'il y a beaucoup de références de jeux, par exemple, qui restent inaccessibles. On ne peut pas y jouer pour se rendre compte de ce dont il s'agit. Donc, on le voit, on a un problème pour poser la question de l'histoire du jeu vidéo et la façon dont s'organise cette historiographie du jeu vidéo, qu'elle soit académique ou journalistique.
montre que la plupart du temps, c'est une histoire qui va s'articuler à un récit du capitalisme occidental qui va se confondre lui-même au XXIe siècle avec une sorte de mythologie du numérique et des nouvelles technologies comme paradigme civilisateur global. Et d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui ont relevé que cette approche, à travers une mise en scène des héros des premiers temps jusqu'aux concepteurs d'aujourd'hui, produisait une figure hégémonique du créateur de jeux vidéo, masculin, blanc, principalement occidental et hétérosexuel. Et donc, à cette dimension-là va s'ajouter une recherche de légitimation culturelle de l'objet vidéoludique qui va chercher à intégrer le jeu vidéo dans l'histoire de l'art, une histoire culturelle, une histoire des cultures visuelles plus large en Occident. Et la plupart du temps, ces approches historiographiques qui dominent oublient justement la question des appropriations du jeu et viennent renforcer l'invisibilisation des pratiques subalternes en général et non blanches en particulier. Alors, si vous voulez avoir plus de développement sur cette question, je renvoie simplement à un article que j'ai publié sur mon blog récemment et qui développe cet aspect-là que je ne prolongerai pas ce soir. Alors, je vais maintenant aborder la question des productions non occidentales et des problématiques qu'on peut poser par rapport à ces objets. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je le suggérais tout à l'heure, c'est impossible de dresser un panorama exhaustif, ça dépasse de loin nos capacités, et ce n'est pas non plus l'objectif du travail qu'on essaie de mener avec Pierre, ou que j'essaye de mener. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne saisit pas toujours, depuis une position eurocentrique, que la production vidéoludique est véritablement globale, qu'il y a des marchés nationaux et régionaux interétatiques et hors pays occidentaux qui se développent. J'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple, en travaillant sur ce projet, je me suis aperçu qu'en Iran, il y avait un gros marché du jeu vidéo et que le jeu vidéo iranien avait une influence qui dépassait les frontières de l'Iran et qui s'étendait dans l'ensemble du Moyen-Orient, mais aussi en Asie. Et ce sont des choses qui sont très peu perçues depuis la position que nous occupons ici. Donc, si on prend l'exemple du continent africain, par lequel on a commencé à travailler avec Pierre, on s'aperçoit que le classement des différents pays là, que vous avez se fait au chiffre d'affaires, hein, donc en millions de dollars. Bien sûr, on s'aperçoit que les marchés sont extrêmement étroits. Je n'ai plus le chiffre en tête, je l'ai noté. Le chiffre d'affaires mondial en 2016 du jeu vidéo, c'était 99, enfin, presque 100 milliards de dollars, dont 36 milliards pour les jeux mobiles, 46 milliards en Asie et 26 milliards en Chine. Donc évidemment, quand on est à 193 millions de dollars pour un marché égyptien, qui est le premier marché africain en 2017, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc, quand on est à la recherche et qu'on s'intéresse aux productions de ces pays-là, il faut aussi avoir conscience qu'on est sur des petits marchés. Alors, il y a des spécificités de ce marché africain. Il y a d'abord des contraintes de production élevées. La fragilité des studios, et par exemple, certains studios ont mis 10 ans, c'est le cas d'Orion, dont vous aviez une image en ouverture de la conférence, et on aura un extrait tout à l'heure, 10 ans pour aboutir le projet, en raison de la fragilité des studios et des conditions de production, du manque de financement. Il y a aussi une prédominance des productions pour téléphone mobile, parce que c'est la plateforme la plus accessible, à la fois en termes de création, mais aussi en termes de diffusion. Le PC et la console restant difficilement accessibles pour la population.
On observe aussi un export limité et une faible monétisation, donc une difficulté des studios à produire des jeux avec une ambition artistique qui doit être révisée à la baisse parce que la possibilité de rentrer dans ses frais, évidemment, est faible. Et puis, on a aussi l'émergence de figures médiatiques autour de la production de ces jeux, figures médiatiques qui, elles, vont parfois recevoir un écho en France avec certains articles de presse ou en Occident avec certains articles de presse qui commencent à s'intéresser à cette scène émergente de la création du jeu vidéo en Afrique. Alors ici, les Young Girls, par exemple, on a aussi, j'y reviendrai tout à l'heure avec un de leurs jeux, Dakar Rapide, mais on a également Adventures of Nyangi de Wesley Kirinya, qui, fan de Lara Croft et Tomb Raider, a voulu produire une sorte d'équivalent africain. Et donc c'est un jeu qui date un peu maintenant, hein, et qui avait eu un certain succès à l'époque. Alors, Wesley Kirinya, c'est un exemple intéressant parce que c'est aussi le fondateur d'un studio qui s'appelle Letty Arts et qui a lancé un projet multimédia qui s'appelle Africa's Legends et qui consiste à produire des jeux sur mobile, des comics et des jeux vidéo sur d'autres types de plateformes en s'inspirant de légendes africaines. Cet exemple-là, on voit que, par exemple, si on s'intéresse aux comics, il y a Comic Republic aussi au Kenya qui a été fondé par Roy Occupé, qui a ouvert des bureaux aux États-Unis. On voit que, en termes de production culturelle, il y a véritablement, on parlait d'hybridité tout à l'heure, il y a véritablement à la fois une recherche, une volonté de construire des contre-récits face aux récits hégémoniques occidentaux, mais en même temps, une volonté de s'inscrire dans des modes de production et de diffusion ou des cadres narratifs qui se réapproprient les représentations dominantes, et notamment le modèle du jeu vidéo ou du comics, ici, avec Africa's Legends. Donc il y a deux dimensions dans ces productions. Il y a à la fois la volonté de tenir compte des spécificités du marché national, en termes techniques par exemple, je le disais tout à l'heure sur la contrainte du téléphone mobile, mais aussi dans le choix des sujets et des types de jeux. Et on a par exemple, avec ce jeu Mosquito Hood, qui est un jeu kényan de 2013, qui est assez sympathique, assez rigolo, mais c'est des casual games, tout ça. On a un jeu qui a été soutenu par le ministère de la Santé, et on voit aussi la façon dont tout un pan de la production semi-indépendante du jeu vidéo africain cherche à capitaliser sur des problématiques sociales et sanitaires. Je vais y revenir à travers d'autres exemples. Par exemple, Mosquito Smasher, du studio Malio Games, qui est un studio nigérian, qui a été fondé par Hugo Obi, et qui en est à sa 4e version, c'est qui a eu un certain succès, et dans lequel le joueur est représenté par un pouce qui va écraser, donc c'est une question de dextérité, il faut écraser une sarabande de moustiques qui se déplace le long de l'écran. Et quand il y a un moustique femelle, ça fait plus de sang et on a plus de points. Bon, voilà, le principe de gameplay. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que à côté du côté presque anecdotique du jeu, il y a quand même un discours des studios qui affirment vouloir se réapproprier. Alors, tout à l'heure, c'était des légendes africaines. Ici, ce sont des problématiques spécifiques au pays, et de façon à créer du fun avec des problématiques nationales. Mais c'est vraiment un discours assumé. Alors, quelle est la part, évidemment, de construction marketing et puis de volonté de transformation sociale? Ça, c'est un autre débat. Néanmoins, c'est intéressant de voir que ça peut être un argument. Alors, les Cyan Girls, j'en parlais tout à l'heure, voilà un de leurs jeux, donc Dakar Rapide,
qui consiste, 2016, vous pouvez y jouer, c'est chargeable sur Google Play. Donc le principe est de mettre en scène ce mode de transport qui est déjà en soi une réappropriation culturelle des vieux cars importés après la Deuxième Guerre mondiale, et donc les mettre en scène dans l'environnement urbain recréé de Dakar. Vous avez aussi un autre, donc c'est ça. Hein. Alors, je crois que peut-être ceux qui ont vu Sense8, voilà, on a un exemple avec Van Damme de ce type de mode de transport qui devient iconique un petit peu, y compris dans la culture occidentale mainstream du coup. On a un autre jeu qui est Cross Dakar City. Là aussi, vous pouvez y jouer, c'est sur Google Play, et qui est à mi-chemin entre le serious game et le jeu d'arcade. Et il va mettre en scène donc ce jeune garçon qui s'appelle Mamadou, et qui est un jeune talibé, c'est-à-dire un enfant d'école coranique, qui décide de ne plus mendier, de fuir son maître pour retrouver ses parents. Et sa mission est de survivre à travers les quartiers de Dakar en évitant le danger des voitures et notamment des cars rapides aussi qui menacent de l'écraser. Bon, voilà. Alors, alors la deuxième dimension donc de ces jeux, c'est bien celle-ci, c'est cette volonté de travailler des récits et des représentations culturelles, et notamment dans un jeu comme, pardon, ça vient après, dans un jeu comme Orion, l'héritage des Coriolan, si ça veut bien démarrer, voilà, de Kero Games, qui met en scène un jeune couple royal. Alors ça s'inspire d'une légende que je ne connaissais pas non plus, hein, évidemment, je ne suis pas un spécialiste des légendes africaines. Donc ça s'inspire d'une légende autour d'un jeune couple royal qui est chassé le jour de son couronnement et de son mariage avec la princesse. Le jeune Enzo est chassé, et donc va s'en suivre un parcours initiatique pour les deux jeunes que l'on voit à l'écran, hein, les deux jeunes amoureux, qui doit les reconduire à travers la construction d'une série d'alliances, qui doit les conduire à reconquérir leur trône. Voilà, donc l'argument narratif. Alors, il y a un truc assez curieux, par exemple, c'est que on est censé, dans le jeu, les deux personnages, le prince et la princesse, sont censés se déplacer constamment ensemble. Mais quand on y joue, en fait, il n'y a que le prince qui apparaît, et de temps en temps, la princesse apparaît comme ça. Bon, mais c'est assez... on voit que ce que l'on retrouve dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire la volonté de mobiliser des figures féminines héroïques, n'est pas toujours au service justement de la revitalisation de récits et de légendes passées, n'est pas toujours en termes de gameplay traduit d'une façon très efficace. Alors, un autre jeu, et je remercie William Oduro d'avoir attiré mon attention sur ce jeu, j'avais vu passer sans l'identifier comme étant un jeu qui pouvait rentrer dans la réflexion. Un autre jeu qui est tout récent, et donc qui fait partie de la liste des jeux auxquels vous pouvez jouer ici, et qui est produit au Brésil, qui s'appelle Dandara, et qui s'inspire d'une figure héroïque brésilienne. Et là aussi, vous voyez, en faisant ce travail, on découvre beaucoup de choses. Forcément, c'est un peu le but, qui s'inspire d'un personnage de la culture brésilienne qui a du XVIIe siècle et qui s'est battue, qui est connue pour être l'épouse d'un combattant anti-esclavagiste qui s'appelait Zumbi, mais qui a elle-même été une figure héroïque et presque légendaire, qui a combattu l'esclavage et le racisme tout en étant mère et travailleuse, puisqu'elle était exploitée dans les plantations.
Et cette figure héroïque est mobilisée ici dans un jeu qui est tout à fait sympathique et intéressant. Après un petit moment de... vous voyez à l'écran le type de gameplay, c'est-à-dire que le personnage ne peut pas se déplacer de façon conventionnelle. Vous êtes obligé de rebondir pour vous déplacer. Alors, la question qui était posée, c'était est-ce qu'on peut parler dans ce type de jeu de démarche postcoloniale, etc. Alors voilà un cas d'école. Ça, c'est très intéressant parce que quand je me suis intéressé à la réception du jeu dans la presse occidentale, je me suis aperçu que la question de cette figure héroïque qui apparaît dans le jeu était très vite évacuée. On cite, on dit voilà, bah oui, ça fait référence à, mais on ne s'y intéresse pas et on s'intéresse d'abord au gameplay et à l'expérience de jeu donc qui en découle. Du coup, la question qui se pose quand on doit travailler ce type de jeu, c'est de ne pas plaquer une vision d'emblée post-coloniale sur un objet qui ne va pas être perçu comme tel et qui ne va pas produire un effet de ce type. Alors, deuxième aspect, c'est comment au Brésil ce jeu a-t-il été conçu et comment a-t-il été reçu? Chose que pour l'instant, question à laquelle je suis incapable de répondre pour l'instant. Simplement, je pose la méthodologie qu'il faut adopter. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que dans la réception critique du jeu, c'est une dimension et le discours sur le jeu, c'est une dimension qui n'apparaît pas. De la même façon, le studio lui-même n'a pas particulièrement insisté sur cette dimension-là dans la promotion du jeu. Donc, voilà le type de problème auquel on va être confronté par rapport à des objets qui sont conçus pour un public, on va dire, le plus large possible. Autre exemple, celui de l'Iran. On a un passionnant chapitre justement dans le livre que je citais tout à l'heure de Ahmad Hamadi dans Video Games Around the World qui explique la situation en Iran. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des stéréotypes qui tombent aussi quand on commence à s'y intéresser. Le marché du jeu vidéo commence à se développer en Iran dans les années 80 et un jeu comme Prince of Persia qui sort en 89 est reçu là-bas avec beaucoup d'étonnement parce qu'ils s'aperçoivent que les références culturelles sont essentiellement arabes et inspirées des Mille et une nuits et ne renvoient pas à la culture perse. Donc, c'est un petit peu aussi à partir de là que certains joueurs et programmeurs décident de concevoir des jeux qui se réapproprient l'héritage culturel iranien. Et on voit quatre axes se développer dans la création vidéoludique iranienne. Un premier axe qui va travailler sur la question de l'héritage culturel, de la monarchie et de la mythologie de la Perse antique, avec la volonté de promouvoir les récits de la Perse antique. Le deuxième, c'est créer des univers qui réconcilient identité iranienne et foi religieuse, au contraire des univers, on va dire, sécularisés qui sont représentés dans les jeux occidentaux. Le troisième axe consiste à valoriser les traditions, les coutumes, les rituels à travers le game design lui-même. Et le quatrième axe relève d'une modernité, d'une affirmation d'une modernité qui capitalise sur la reconnaissance de la culture iranienne en Asie et au Moyen-Orient. Donc, là, vous avez des images à l'écran de la promotion par un institut qui est surnommé Grenoun, qui est l'Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, et qui a toute une section de production autour du jeu vidéo. Donc, et qui organise aussi un événement à Téhéran autour du jeu vidéo. Donc un des jeux auxquels on peut jouer parce que c'est accessible par exemple sur une plateforme comme Steam, avec un gameplay désastreux, c'est vraiment très difficile d'y jouer parce que ça plante tout le temps et le gameplay a beaucoup vieilli.
c'est Garchasp qui va par exemple capitaliser sur cette mythologie perse dont je parlais tout à l'heure, en redonnant vie aux batailles épiques menées par ce héros qui s'appelle Garchasp, un héros mythique qui lutte contre le mal. Voilà, donc un exemple de jeu iranien. Enfin, autres exemples, Quraysh et Under Siege, qui sont deux jeux produits par un studio qui s'appelle Falafel Games, qui est un studio syrien, qui a des bureaux en Chine, qui est financé en partie par, alors je ne sais plus si c'est les Émirats arabes unis ou le Qatar, et qui a également des bureaux au Liban, à Beyrouth. Donc, voilà typiquement le genre de production de ce studio, avec d'une part Under Siege qui va mettre en scène un contre-récit, vous savez, tous ces jeux de guerre états-uniens qui mettent en scène l'armée américaine intervenant sur des théâtres d'opérations comme l'Afghanistan, etc. Donc là, la volonté du jeu est de construire un contre-récit en mettant en scène l'occupation du territoire palestinien, en se basant, par l'armée israélienne, en se basant sur des faits réels documentés. Et voilà, notamment ici, on voit des séquences d'emprisonnement, de torture, etc. Donc ça, c'est une partie de leur production. L'autre partie de leur production vise à construire, des représentations comment dire, un peu plus complexes de l'histoire islamique. Donc là, on est en train de s'apercevoir en creusant ainsi que, en fonction des différentes aires culturelles, on voit des élaborations qui se construisent, qui sont absolument pas problématisées dans le débat sur les représentations vidéoludiques qu'on vit ici, alors que ce sont des jeux qui ont eu beaucoup de succès au Moyen-Orient et en Asie, auprès de communautés de joueurs et de joueuses qui jouent aussi aux jeux mainstream. Donc ce qui est intéressant pour un chercheur, c'est de se poser la question, quelles articulations sont construites par ces joueurs et ces joueuses entre ces différents types de représentations qui entrent en concurrence. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'analyser un objet vidéoludique à travers des représentations simplement comme ça en regardant l'objet. Il faut aussi comprendre évidemment les enjeux de réception et les significations produites par les réceptions. Donc on me dit que j'ai plus que 5 minutes, mais j'ai encore toute une partie quand même à vous présenter. Alors, simplement, je voulais, sur la question de la France, et au sens large, des France, pourrait-on dire, Muriel Tramis, et là je remercie Sébastien Janvaux qui avait fait une interview avec elle il n'y a pas très longtemps, et ça m'a permis de prendre connaissance de ces diverses productions. Donc Muriel Tramis, qui est martiniquaise, avait créé un certain nombre de jeux vidéo, dont Mewilo en 1987, qui est inspiré de la légende des Gers d'Or, donc l'histoire de légende qui dit que des maîtres colons auraient enterré, par peur des révoltes des esclaves, auraient fait enterrer leur or dans des jarres par des esclaves qu'ils auraient tués ensuite, et les fantômes de ces esclaves veillent désormais sur ces trésors. Donc c'est un jeu dans lequel on va incarner un parapsychologue qui vient enquêter sur une maison hantée. Et donc, c'est un prétexte, évidemment, à découvrir des aspects méconnus de l'histoire martiniquaise, avec la volonté pour Muriel Tramis. Le jeu est coécrit avec Patrick Chamoiseau. La volonté pour Muriel Tramis de produire sur la question de l'esclavage, justement, un ensemble de discours et de représentations qui était à l'époque absolument pas présent dans les jeux vidéo. Alors, il y a une campagne pour le remake du jeu. J'en profite pour mettre l'adresse sur Ulule s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, je fais un peu de pub parce que j'ai été très convaincu par ce travail-là.
Voilà, Freedom aussi, où on va incarner, donc c'est en 1988, autre jeu coécrit avec Patrick Chamoiseau, dans lequel on va incarner un esclave qui a une nuit pour s'échapper de la plantation, avec tous les dangers que ça suppose. Il est poursuivi par des chiens, il y a les maîtres qui le recherchent, etc. Et donc le jeu va mettre en scène sa fuite et un ensemble d'obstacles qu'il va rencontrer. Voilà. Donc je vais très vite, hein, je vous avais dit ça va être frustrant parce que j'essaye à la fois de faire un panorama sans entrer dans l'analyse détaillée et en même temps, voilà. Alors, dernière partie de ce que je voulais dire, la question de l'analyse des représentations dominantes. Et là, on revient à des jeux qu'on connaît peut-être davantage. Pour ce faire, il faut partir de l'expérience vidéoludique qui va s'organiser autour de 3 dimensions, l'immersion, l'agency et la transformation. Donc l'immersion, ça va être le sentiment de présence dans un espace simulé. L'agency, ça va être dans le cas de l'expérience vidéoludique, hein, le sentiment d'être capable d'agir sur un environnement et d'être capable d'en tirer une expérience et de mesurer et d'évaluer les effets produits. Et la transformation, ça va être devenir quelqu'un pendant la durée du jeu, mais aussi les effets produits en termes transformatifs sur les personnes qui jouent à ce jeu. Donc, si je prends l'immersion, par exemple, et je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour vous donner un exemple de la façon d'approcher lorsqu'on essaye d'analyser les jeux vidéo, qui ne peuvent pas s'analyser complètement comme d'autres objets, et notamment comme le cinéma. Les 3 conditions de l'immersion, selon Janet Murray, sont les suivantes. La nécessité d'une structure pour l'identification du joueur et de la joueuse. C'est par exemple l'avatar. Et c'est là qu'on voit l'importance de la possibilité de configurer son avatar. Certains jeux, comme Mass Effect, proposent la possibilité de choisir le genre du personnage, de choisir la couleur de peau, avec des variations chromatiques, mais aussi la forme du visage, etc. Mais ce n'est évidemment pas le cas de tous les jeux. Autre condition, c'est la nécessité de définir un espace à explorer. Alors c'est là, je vais y revenir tout à l'heure, qu'on va avoir la question de la cartographie et le lien à la question de la cartographie coloniale, hein, qui est très importante à envisager dans le cas des jeux vidéo. Je vais l'expliquer ensuite. Et enfin, la nécessité de naturaliser les conventions des mécanismes de l'interaction joueur-joueuse, avatar-environnement. Je vais en donner un exemple ici, par exemple, avec cet extrait de World of Warcraft, dans lequel, si le son veut bien revenir, parce que ça c'est vraiment sur le son, mais il n'y a plus de son. Bon. Eh bien, tant pis. Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ah, ça y est. I need to target something first. I don't have a target. Donc, voilà, un exemple très, très rapide. On voit la façon dont le son vient ici renforcer le sentiment d'immersion à travers un effet sonore qui indique que l'action que vous impulsez à votre avatar produit un effet matériel. Et évidemment, cette sensation, vous pouvez la reproduire, et elle va vous renforcer l'impression que vous avez à la fois d'être immergé, mais d'avoir une capacité d'agir sur votre environnement et de le transformer. Donc, voilà, du point de vue théorique, par exemple, le genre de questions qu'on va se poser. Et si on veut se les poser sur le plan de d'une approche postcoloniale, on va se poser la question de la cartographie. Dans tous les jeux vidéo, ou presque, la question de l'exploration, la question de la cartographie, la question de la conquête d'un territoire et de sa maîtrise est essentielle. Qu'il s'agisse d'un jeu vidéo en espace urbain comme Silent Hill, par exemple, de World of Warcraft, où on a un univers à explorer avec différents continents. Hein, on voit ici, au fur et à mesure que vous explorez la ville, vous avez des marqueurs qui apparaissent, qui indiquent que vous êtes passé là,
que ce n'est plus nécessaire d'y passer ou que la zone n'est plus dangereuse puisque vous l'avez explorée. Donc une sorte de travail de pacification progressif de la carte de jeu, puisque au fur et à mesure de l'exploration, les endroits que vous avez déjà explorés ne représentent plus un danger et vous pouvez y retourner en toute sécurité. Donc autrement dit, tout ce lien qu'on peut faire entre l'histoire de la cartographie, l'entreprise coloniale et puis les jeux vidéo nécessite d'être analysé et nécessite d'être analysé également à travers 3 dimensions du territoire de l'altérité raciale. La première dimension, c'est la Casbah, la jungle. La deuxième, la jungle. Et la troisième, le désert. Ce sont les 3 modes de catégorisation de l'espace de l'altérité géographique de l'altérité raciale. On a ici quelques exemples avec Assassin's Creed Origins en bas, Prince of Persia en haut, et à gauche, ça y est, j'ai oublié le titre du jeu, Metal Gear Solid 5. Mehdi, et ici, Mehdi, oui. excuse-moi de vous interrompre, mais nous, en fait, il va Vous falloir allez vraiment devoir. Voilà, Ok. et en fait, si on veut encore permettre à la salle de poser des la questions. salle de Alors, vous je poser vais des arrêter. questions, ce serait vraiment Ok, chouette. Ouais. ça marche. Alors, je vais arrêter ici. Et donc ici, c'était le dernier exemple avec Max Payne, où on a une représentation de la ville globale sous la forme de la Casbah orientalisée, espace tortueux, dangereux, dans lequel le héros doit se frayer un passage. Bon, alors j'arrête ici et je vous remercie pour votre écoute.